Assalamu alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter trois points. Généralité sur les systèmes de production automatisés, architecture d'un automate programmable industriel, et on va terminer avec le graphe 7. On va donner les définitions et des exemples. C'est quoi un système automatisé? Un système est dit automatisé lorsqu'il est capable d'exécuter un cycle de fonctionnement préétabli en réalisant des opérations et pour lesquelles l'homme n'intervient que dans la programmation, le réglage et marche arrêt. Voilà ici on a un exemple simple d'un système automatisé dont les mouvements des vérins sont gérés par un programme. On a ici la structure d'un système automatisé de production. En général, il y a trois parties. Partie commande, partie opérative et partie relation homme-machine. Il y a des ordres et des informations qui circulent entre la partie de commande et la partie opérative et aussi entre la partie de commande et la partie relation. La partie commande, c'est la partie qui gère le fonctionnement du système. En général, c'est un automate programmable qui contient un programme dans ses mémoires. Pour les systèmes simples, on peut utiliser soit une carte Arduino, soit une carte à base de microcontrôleur. En général, dans les systèmes automatisés, on utilise ce qu'on appelle automate programmable. C'est une machine électronique programmable à base de microprocesseurs destinée à la commande des processus industriels par un traitement séquentiel d'un programme chargé dans sa mémoire. Il y a plusieurs types d'automates programmables, à titre d'exemple Siemens, Allen Bradley, Schneider, Omron. Vous voyez, il y en a plusieurs, mais de toute façon, moi j'ai déjà travaillé avec trois types, Siemens, Schneider et Allen Bradley. Prochainement, je vais essayer de faire des traductions graph ladder avec l'automate Siemens. Le programme logé dans un automate programmable, il est utilisé pour commander une partie opérative qui travaille. Cette partie consomme d'énergie électrique, pneumatique ou hydraulique. Il comporte en général des actionneurs, à titre d'exemple moteur, vérin, résistance. L'automate ne peut pas commander directement un moteur ou un vérin, on utilise ce qu'on appelle des préactionneurs, à titre d'exemple contacteurs, distributeurs, convertisseurs IP. Et pour avoir des informations sur l'état de cette partie opérative, on doit utiliser ce qu'on appelle les capteurs de position, de vitesse, température, ainsi de suite. On a vu les deux parties du système automatisé, la partie commande et la partie opérative. Maintenant, on va voir la troisième partie, c'est la partie relation homme-machine. C'est la partie qui permet le dialogue entre l'homme et la machine, c'est-à-dire entre l'homme et le système automatisé. Exemple, bouton poussoir de départ cycle, d'arrêt d'urgence, lampe de signalisation, afficheur, écran tactile, sonnerie, etc. Donc, cette partie, en général, sert à donner l'ordre marche-arrêt, par exemple, et de régler certains paramètres, par exemple les consignes température, débit, ainsi de suite. On va voir maintenant l'architecture d'un automate programmable industriel. Il contient un module d'alimentation, microprocesseur, carte mémoire, module d'entrée, module de sortie, bus interne pour véhiculer les informations entre le microprocesseur et les différents modules. On remarque que l'architecture d'un automate programmable industriel ressemble beaucoup à l'architecture d'un ordinateur de bureautique, sauf que l'automate il est plus robuste parce qu'il est destiné à l'industrie. Principe de fonctionnement d'un programme dans l'automate programmable industriel, en général, voilà ce qu'on appelle cycle d'opération ou scrutation d'un programme, lecture de l'état des entrées, exécution du programme, affectation de sortie. On va donner un exemple d'automate Siemens. Lorsque l'automate passe en mode run, il va lire les cartes des entrées et puis fait le rangement dans la mémoire image d'entrée, exécution d'un programme. Il commence toujours par le bloc OB1 et s'il y a des sous-programmes dans les blocs de fonction, on doit faire appel par la fonction cal. Et enfin, il y a mise à jour des cartes sorties depuis la mémoire image sortie. Et le cycle reprend. Donc ça, c'est ce qu'on appelle scrutation de programme d'une manière cyclique. Normalement, dans un système automatisé, pour réaliser un programme, on doit passer par le graphe 7. Le langage courant ne permet pas de lever toutes les ambiguïtés liées au fonctionnement de la machine.
surtout si des actions doivent se dérouler simultanément. C'est pourquoi l'Agence pour le développement de la productique appliquée à l'industrie a créé le graphe 7. Comme définition, le graphe 7, graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions, est l'outil de représentation graphique d'un cahier de charge. Le graphe 7 est une représentation alternée d'étapes et de transitions. Une seule transition doit séparer deux étapes. Pour mieux éclaircir, on va donner un exemple simple d'un chariot. On a ici FG, capteur de position gauche, FD, capteur de position droite. KMG pour déplacer le chariot vers la gauche, KMD, action pour le déplacement vers la droite. Comme cahier de charge, après un appui sur départ cycle, le chariot part vers la droite. Une fois FD est activé, il revient vers la gauche. Une fois FG est activé, il s'arrête. On va dessiner maintenant graphe 7 niveau 1, puis graphe 7 niveau 2. Voilà le graphe 7 niveau 1. Il y a étape 0, étape numéro 1 et l'étape numéro 2. Au début, lampe rouge est allumée, c'est-à-dire l'étape initiale. Si le chariot est à gauche et on appuie sur départ cycle, aller à droite. L'étape numéro 1, ça c'est l'action. Lorsque le chariot est à droite, FD est activé, on va sauter de l'étape numéro 1 à l'étape numéro 2. Et comme action associée à cette étape, c'est aller à gauche. Une fois le chariot est à gauche, on revient à l'étape de début, c'est-à-dire à l'étape 0. Vous remarquez ici, il y a uniquement des phrases qui ne tiennent pas compte de la technologie utilisée. Par contre, le graphe 7 niveau 2, on doit tenir compte des éléments utilisés dans le cahier de charge. Est-ce qu'il y a des contacteurs ou des vérins? S'il y a des vérins, est-ce que les distributeurs sont monostables ou bistables, etc. Donc, on a utilisé ici des contacteurs. À l'étape initiale, lampe rouge est allumée. Transition 0, départ cycle et FG, on passe de X0 à X1. Et on actionne KMD. Lorsque FD est activé, on saute de X1 à X2. Et on actionne KMG. Lorsque FG est activé, on saute de X2 à X0, c'est-à-dire on revient à l'étape initiale et le cycle reprend. On va utiliser un logiciel TIA Portal pour faire la simulation de ce graphe 7. En principe, le logiciel TIA Portal il est utilisé pour la programmation, la supervision et en même temps on peut l'utiliser pour la simulation. Donc nous on va se concentrer uniquement sur le graphe 7, c'est pas sur la programmation et sur l'utilisation de ce logiciel. Bien, donc step 1, il y a l'action lampe rouge. La transition c'est départ cycle et FG, c'est-à-dire pour sauter de step 1 au step 2. L'action de l'étape 2, c'est-à-dire step 2, c'est KMD. Et pour sauter de step 2 au step 3, c'est-à-dire de sauter de cette étape à l'étape qui suit, on doit actionner FD. Et pour revenir à l'étape initiale, donc de l'étape 3 à l'étape initiale, on doit activer FG. Donc vous remarquez ici les actions, voilà. Au début c'est la lampe rouge. Donc lorsque départ cycle et FG sont actionnés, donc le chariot va se déplacer vers la droite, voilà, KM droite. Une fois il arrive à la droite, c'est fin de course droite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à gauche, voilà, KMG. Une fois il atteint la position gauche, c'est-à-dire FG est actionné, il va revenir à l'étape initiale, voilà, un sauveur S1. Donc on va passer maintenant pour faire la simulation. Donc voilà, on va mettre le run et on doit faire ici la visualisation, voilà. Donc au début c'est la règle numéro 1, donc on va voir par la suite les règles d'évolution de graphe 7. Donc step 1 il est activé et lampe rouge il est actionné. Voilà, on voit ici KMD il est false, c'est-à-dire il n'est pas activé. De même pour KMG, donc il est false. Voilà, on va revenir maintenant pour passer de step 1 au step 2. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appuyer sur E00 et E01. On a ici les adresses des entrées. Voilà, E00, E01. Donc, on a sauté de step 1 au step 2. Donc, je relâche ces deux boutons poussoirs. Voilà. Maintenant, on va voir l'action associée à cette étape qui est l'étape 2. C'est KMD, donc il est true, c'est-à-dire il est à l'état 1. Donc, par contre,
KMG se trouve à l'état bas, il est false. Voilà, on va sauter maintenant de l'étape 2 au step 3. Donc par l'intermédiaire de I02. Voilà, I02. Voilà, on a sauté de l'étape 2 à l'étape 3. De même, pour revenir à l'étape initiale, donc on doit activer le fin de course gauche, c'est-à-dire I01. Donc je relâche ce bouton et j'appuie sur I01. Voilà, on va voir maintenant en haut, on est dans l'étape initiale. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de Graph7. On va voir maintenant les règles d'évolution. Règles de syntaxe, il y en a 5. On va commencer par règle numéro 1, situation initiale. Donc on a vu dans la simulation, lorsqu'on a mis l'automate en mode run, automatiquement step 1 a été activé. Donc l'étape initiale elle est représentée par double carreau. Cette représentation indique que l'étape est initialement activée à la mise sous tension de la partie commande. Maintenant, on va voir règle numéro 2, franchissement d'une transition. Donc, pour franchir, par exemple, cette transition, TR2, il faut que l'étape S2 doit être active et la réceptivité associée à cette transition est vraie, c'est-à-dire FD est égal à 1. La logique ici, elle est vraie, c'est-à-dire on actionne FD. Franchissement d'une transition. Une transition est franchie lorsque l'étape associée est active, par exemple ici S2 est active, et la réceptivité associée à cette transition est vraie. Que veut dire réceptivité associée à une transition? C'est-à-dire la logique est vraie. Par exemple ici, il faut que FD est égal à 1. La réceptivité associée à cette transition est vraie uniquement si départ cycle est égal à 1 et FG égale à 1. Mais cette transition ne sera franchie que si l'étape S1 est active. À ce moment-là, on peut franchir cette transition. Maintenant, c'est l'étape S2 qui est active. Donc, si on met FD est égal à 1, on va sauter de step 2 au step 3. C'est ça le franchissement d'une transition. Règle numéro 3 de Graph7. On a ici étape 2 active. Cette transition sera franchie que lorsque la réceptivité associée est vraie. Et à ce moment-là, on désactive l'étape 2 et on active l'étape 3. Donc, le franchissement d'une transition provoque simultanément la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes reliées à cette transition. Règle numéro 4, transition simultanée. On a ici un Graph7 divergence, convergence en A. Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies. À titre d'exemple, si l'étape numéro 1 et l'étape numéro 4 sont actives, ici A égale à B égale à 1, les deux transitions seront simultanément franchies, c'est-à-dire transition 1 et transition 4. On va désactiver 1 et on passe à l'activation de 2, et en même temps, on désactive 4 et on active 5, d'une manière simultanée. On va voir maintenant la dernière règle, activation et désactivation simultanée. Une étape à la fois activée et désactivée reste active. C'est pour cette raison dans la traduction Graph7 en programme ladder, c'est de préférence d'utiliser les bascules RS au lieu d'utiliser les bascules SR, c'est-à-dire recette 7 au lieu d'utiliser cette recette. On a terminé cette vidéo. Prochainement, on va essayer de réaliser le programme de ce Graph7 en utilisant soit la méthode qu'on a ici, cette recette, soit avec la traduction Graph7 ladder. Au prochain cours, merci de votre attention. Cliquez sur s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains cours et exercices.